je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs du colloque pour cet événement. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du Sahel, je travaille sur l'Afrique de l'Est. Les spécialistes de ces zones sont très nombreux dans la salle, donc je ne vais pas du tout prétendre me substituer à eux et je vais très vite leur laisser la parole, mais on m'a demandé d'intervenir en tant que responsable du parcours études africaines du master de sciences politiques à Paris 1, et donc c'est avec vraiment cette casquette-là que je vais juste livrer, sans être exhaustive, évidemment, quelques éléments sur ce qu'une approche en sciences sociales apporte sur ces questions, revenir finalement sur ce que ce regard-là, ancré dans le travail de terrain, permet de prendre en compte, et à partir de là, vous poser quelques questions avant de très vite laisser la parole à la salle. En fait, je voulais d'abord revenir sur le titre du panel, que les organisateurs ont intitulé « Rétablir la sécurité au Sahel », parce que je pense qu'une des questions qui devrait venir à l'esprit très vite par rapport à ça, c'est, et ça rejoint ce que disait M. Châtaignier ce matin, c'est de la sécurité, de qui parle-t-on, et de quelle conception de la sécurité, de quelle définition de la sécurité finalement applique-t-on dans le cadre de ces politiques. Alors on est évidemment face à une approche bien particulière de la sécurité globale, qui peut nous paraître évidente aujourd'hui, mais si on se place du point de vue des populations, qui devrait être, à mon avis, prise avec un petit peu de recul, puisque les sources de l'insécurité, de la souffrance, de la violence sur place, bien entendu, incluent la violence djihadiste, mais ne s'y réduisent pas. On en a parlé un petit peu ce matin, les réalités sociopolitiques du Sahel ne peuvent être réduites uniquement appréhendées sous ce prisme. Et c'est une question que posent très bien de nombreux travaux en sciences sociales. Qu'est-ce que les gens perçoivent comme étant de la violence, la criminalité au quotidien, les conflits socio-économiques, notamment fonciers, dont on parlera un peu plus cet après-midi, mais aussi les exactions des forces de sécurité et la violence des politiques de lutte contre les migrations. Tout ça, évidemment, fait partie des expériences au quotidien de la violence, de la souffrance de ces populations. Et au-delà du pur exercice intellectuel, du pur plaisir du chercheur à élargir les définitions, s'interdire d'être aveugle à ce type de réalité peut avoir, il me semble, des implications beaucoup plus concrètes dans le cadre de la discussion qui nous rassemble aujourd'hui. Et là, je vous pose la question du coup. Le renforcement des appareils de sécurité locaux, nationaux, qui interviennent dans le cadre de notre politique publique de lutte contre le terrorisme aujourd'hui dans cette zone-là, ne crée-t-elle pas de nouvelles sources d'insécurité pour les populations locales, comme plus globalement évidemment, les populations sur le terrain peuvent souffrir de ce type d'exactions. J'ai en tête notamment les rapports récents qui sont sortis sur des violences qui ont été commises par l'armée burkinabé dans le nord du pays contre des populations locales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais au-delà de ça, est-ce que ça ne vient pas, d'un point de vue plus égocentré, apporter de l'eau au moulin du recrutement djihadiste et conforter les grands récits de la lutte contre des appareils d'État répressifs et voire maléfiques? Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme constitue, on le sait très bien, une rente politique, une rente diplomatique importante pour les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, et en particulier dans la zone. C'est une manière de criminaliser des oppositions, de justifier des crispations autoritaires, de consolider des appareils sécuritaires, autant de ressources dont bénéficient donc certains États qui sont des États clés dans ce dispositif d'intervention, qui ont un rôle pivot dans la lutte contre les insurrections islamistes dans la région. J'ai évidemment en tête le Tchad. Donc le fait de se reposer sur ces puissances militaires régionales dont l'autoritarisme, les ambitions internationales sont confortées, et le fait de se reposer sur des forces de sécurité, voire des groupes armés, n'est-il pas source d'insécurité supplémentaire Et là, donc, j'ai déjà évoqué le cas du Burkina Faso. Je pense évidemment aussi à l'histoire de Boko Haram, dont on a beaucoup relié l'émergence à la fin des années 2000 au comportement, aux exactions des services de sécurité nigériens. Alors, deuxième remarque. Ces dernières années, on l'a évoqué plus tôt et vous en avez parlé aussi ici, la recherche s'est beaucoup employée à reconstituer tout ce que ces dynamiques d'insurrection doivent à leur inscription au sein de conflits locaux. Certains auteurs ont très bien montré comment les mouvements islamistes
se diffuse en redynamisant des conflits ou des divisions sociales anciennes, voire très anciennes, offrant un nouveau répertoire de conflictualité et via ça l'accès à des ressources au sens très large nouvelles, et en donnant des opportunités d'émancipation à ce qu'on appelle des cadets sociaux. Alors bien sûr, on ne peut pas être aveugle aux dimensions transnationales que vous mentionniez, à la circulation des hommes, des armes, des idées, etc. Mais c'est vrai que ça peut avoir tendance à gommer tout ce que les dynamiques de recrutement, entre autres, doivent à leur inscription au sein de terroirs historiques avec des enjeux bien spécifiques, au sein de contextes politiques particuliers qui sont locaux, mais qui sont aussi très intensément connectés au reste du monde, et notamment ce que ça doit aussi à des questions d'exploitation économique, y compris par des grands groupes internationaux que vous mentionniez dans votre présentation. Je pense il y a de nombreux travaux de recherche qui ont documenté cela. J'ai en tête des travaux que j'ai lus très récemment du chercheur Claude Bohou, qui fait sa thèse à Paris 1 dans notre département, qui documente extrêmement finement l'implantation de Boko Haram dans le nord du Cameroun, et qui reconstitue très bien tout ce que ça doit comment c'est articulé à ce qu'il a appelé la dissidence cotonnière, des conflits très durs entre main-d'œuvre paysanne, marginalisée à la fois par des accaparements de terres, par des politiques commerciales de grands groupes cotonniers, par des pratiques de prédation des élites économiques, protestations qui ont été très durement réprimées. Donc ce sont aussi, je voulais juste réinsister là-dessus, parce que ce sont aussi, à mon sens, ces conflits locaux qui constituent, pour reprendre encore une fois le titre du panel, le panorama des défis sécuritaires sur lesquels on nous demandait de réagir, et qui posent là, pour les intervenants, il me semble, un défi particulièrement difficile à ceux qui voudraient essayer de répondre à ces questions. Et dernière remarque, je vois que Johan me regarde, en lien évidemment avec les deux premières, on a beaucoup parlé, et certains travaux comme ceux de certaines personnes dans la salle l'ont bien montré, du fait que certains habitants, par exemple, du nord du Mali, pouvaient se retrouver dans le fait que sous occupation djihadiste, les rues étaient plus sûres, la justice était rendue de manière plus rapide, moins coûteuse en comparaison avec celle chère, corrompue, lointaine, lente de l'État, que certains services publics étaient plus opérants, que l'eau était gratuite, que l'électricité était gratuite, que des taxes avaient été supprimées, etc. Et que tout cela aussi pouvait faire écho à de puissants désirs de réforme et de purification des mœurs, dans un sens à la fois moral et économique. Alors on parle évidemment d'attitudes qui sont souvent très ambivalentes, qui sont contradictoires, je ne parle pas d'une simple adhésion, mais justement je trouve que c'est ça qui est intéressant, le fait que les considérations des populations sont souvent insolubles dans des visions binaires des choses, pour ou contre, bon ou mauvais. Les populations, bien souvent, ce à quoi elles s'intéressent, c'est aussi qui rend la justice, qui rend les routes plus sûres, qui assure la sécurité. Ce qui ne veut pas pour autant dire que certains autres aspects de l'occupation djihadiste ne sont pas critiqués, voire honnis. Mais du coup, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que l'on fait de ces ambivalences lorsqu'on est sur le terrain, qu'on a besoin du soutien à minima des populations, au-delà de toute question de légitimité politique, d'un point de vue ne serait-ce que purement opérationnel, pour reprendre votre terminologie, ne serait-ce que pour accéder à du renseignement humain de qualité, comment on gère ce genre d'ambivalence. Voilà. Puis j'aurais peut-être d'autres petites questions plus ponctuelles, mais je m'arrête là pour laisser la parole à la salle.